Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio M. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. On va passer en revue l'actualité politique de la semaine. C'est le deuxième CPP de cette année 2017 et le premier de l'année 2017 avec Abed Sharif. Bonsoir Abed. Bonsoir. Nous avons avec nous également aujourd'hui Farid Farah, spécialiste en TIC. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Akram Kharif, bonsoir. Bonsoir, bonne année à Gassam Gass. Alors, Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est à la fois l'admission des jeunes filles aux écoles des cadets, j'allais dire de la Révolution, aux écoles des cadets, mais surtout la réaction sur les réseaux sociaux qui a été très négative à ce sujet-là et qui a surpris pas mal de gens, y compris à l'intérieur du haut commandement de l'armée. Hassan Qadi, toujours sans permis de conduire ? Ah oui, non, toujours. Moi, j'ai pas les mêmes et amis. Surtout pas d'intervention. Non, pas d'intervention, ça va pas aller encore. À la commission. Oui. Petit délit, c'est rien du tout. C'est petite infraction. Mais délit quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est que l'Algérie est un pays qui détient des détenus d'opinion. Hassan Bourras, collègue journaliste, a été rejugé hier à Al-Bayid. On saura dans les jours qui viennent quelle est sa peine. Il y a une campagne en cours pour sa libération à laquelle nos médias sont associés. Et le docteur Fakhreddine Fakhar à Gherdaya est également en grève de la faim et il est en détention, lui et ses amis, depuis 18 mois sans procès. Farid Farah, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Une image marquante ? Oui, moi je suis comme étant spécialiste des TIC, donc l'image qui m'a marqué, c'est CES de 2017 à Las Vegas. Très bien. C'est l'actualité. C'est même si c'est pas un événement algérien, même si l'Algérie est absente, CES 2017 Las Vegas, c'est un événement planétaire. Alors, Abed Sharif a découvert cette semaine qu'un des ex de Madonna s'appelait Zaybet. Une belle découverte, un grand danseur d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'assister à un de ses spectacles. Mais c'est un bon Zaybet cette fois-ci, Abed, non ? Non, mais ça tranche complètement avec ce qui m'a marqué ces dernières semaines. C'est la perte du patriarche de la famille. Donc on a passé une fin d'année plutôt triste. Oui. Ce qui explique l'absence d'ailleurs d'Abed avec nous. Très bien. Merci de nous avoir donc rejoints. Nous sommes le 11 janvier 2017. Donc il y a tout juste 25 ans, un quart de siècle, s'est passé un événement très important dans l'histoire de l'Algérie. C'est la démission du président Chadli Benjedid. Certains diront démission forcée, d'autres coup d'État. On se souvient encore de ces images. Une démission du président Chadli Benjedid qui ouvre la voie à une période d'instabilité et de transition. Que reste-t-il aujourd'hui, Hassan Qadi, de cette Algérie 25 ans après ce changement ? Il reste une Algérie dominée par la lecture sécuritaire des événements. Voilà. En résumé, ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour, donc entre décembre 1991 et janvier 92, c'est une délibération entre généraux face à une délibération entre politiques. Les politiques, je peux rappeler très vite, ils étaient pour la poursuite du processus électoral pour la grande partie. C'est Mahri, Mouloud Hamrouch, Ben Bella et Ahmed, qui sais-je encore. Ils étaient pour, même Qasdi Marbah était pour. Et puis, le sécuritaire, les généraux, les janviéristes, avaient une lecture différente et ils étaient pour arrêter. Et cette lecture prédomine jusqu'à aujourd'hui la vie politique du pays. C'est la lecture sécuritaire des événements et l'histoire par le sécuritaire. Mais on peut dire que les janviéristes ne sont plus là. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je ça ? dis que c'est leur lecture qui continue.
Akram, vous êtes parmi ceux qui s'est souvenu de cette date, le jour où le président Chadli remet sa lettre de démission à Abdelmalek Ben Habils, qui était président du Conseil constitutionnel et qui devait être président, mais qui l'a pas été. Un clin d'œil à Saïda Ben Habils, si elle nous écoute, si elle écoute le CPP, ça m'étonnerait. Alors, que peut-on dire de l'Algérie 25 ans après? Est-ce qu'elle est aussi militarisée que ça, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Moi, je serais plutôt du même avis de Hassan pour dire que la lecture politique militaire existe toujours et tranche toujours dans le débat en Algérie. On a du mal à concevoir un avenir politique sans intervention, on va dire, même cachée, ou du moins sans influence de l'armée. 25 ans après, mis à part la disparition du fils, qui est maintenant un fait avéré, très peu de choses ont changé. Très peu de choses ont changé. Ahmed Shelf, l'Algérie a-t-elle changé de 2017 par rapport à cette Algérie du 11 janvier 92? Ce qu'on peut retenir de cette histoire, Hassan a évoqué des personnages pour lesquels je voue beaucoup de respect. Je vais en citer un, c'est Abdelhamid Mehri, qui a dit que en 54, les gens qui ont pris les armes avaient raison. Et ce postulat est devenu ensuite, les gens qui ont les armes ont raison. Et donc, dans la succession de grands événements qui ont marqué l'histoire du pays, on reste marqué par le primat de ce postulat. Ceux qui ont les armes ont raison, parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils ont eu raison. Et donc, on n'est pas sorti de ce paradigme. Ceci dit, l'Algérie n'a pas beaucoup changé sur le plan politique. Elle a énormément changé sur le plan social, en termes de génération, en termes de pratiques politiques, de pratiques économiques. Pas souvent dans le bon sens, malheureusement. Il y a sur beaucoup d'aspects, le changement est plutôt négatif. L'éthique, la morale des affaires, le comportement politique des gens. Sur tout ça, sur beaucoup d'aspects, on a régressé. Par contre, il y a aujourd'hui une nouvelle société. L'événement que tu évoques, donc janvier 92, ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle. Les gamins qui avaient 10 ans à l'époque, ils ont aujourd'hui 35 ans. Ils forment la force du pays. Et donc, voilà, ils ont grandi dans le drame et la douleur. C'est quelque chose qu'on va traîner pendant encore un demi-siècle. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État? Est-ce qu'on peut parler d'une démission forcée ou un coup d'État? C'est ma question. Ma deuxième question, est-ce que c'était inévitable? Hassan? Enfin, je suis toujours un peu gêné par cette question. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le président Chadli Bejdid n'aurait pas démissionné s'il voulait pas démissionner. Qu'il était encore le patron de l'armée et qu'il aurait pu, les gens qui connaissent bien le rapport de force dans l'armée à l'époque et l'autorité qu'avait Chadli sur l'armée, il n'était pas question qu'il parte s'il ne voulait pas partir. Et il a choisi un peu le penchant de il a tiré les conclusions de la situation. Mais c'est difficile d'en arriver à dire que qu'on a imposé le départ à Chadli Bejdid. C'est sûrement pas le général Nzar qui pouvait le faire à l'époque. Donc c'est pas un coup d'État pour vous, c'est une démission. On peut citer la formule de Aït Ahmed, c'est un coup d'État de fait. Donc, même si dans la forme, c'était pas un coup d'État, dans les faits, ça l'était. Même si le président Chadli et son entourage ont, durant toutes ces années, nié le terme de coup d'État et ont plutôt parlé d'une démission totalement volontaire. Oui, mais moi, ce que j'en tire, c'est que c'est plutôt cet engrenage qui a amené le pays à l'impasse. C'était l'impasse. Et donc, quelle que soit la solution qu'il fallait choisir à l'époque, elle menait à un engrenage qui était terrible. Si on avait continué, si on avait poursuivi le processus électoral, il y a des schémas qui sont là, que j'ai défendus, que j'assume. Moi, j'étais pour la poursuite du processus électoral. Mais ça ne veut pas dire que c'était un chemin pavé de fleurs. C'était très difficile, c'était extrêmement compliqué, mais il fallait choisir la piste la plus complexe pour en finir une bonne fois pour toutes avec quelques aspects de la vie politique.
Et malheureusement, le pays ne l'a pas fait. Le président Chadli était pour la poursuite du processus électoral, Hassan. On est bien d'accord? Oui, je pense que il l'avait dit avant. Il avait dit qu'il assumerait les résultats des urnes. Il avait prévenu tous les protagonistes qu'il allait les respecter. Et donc, on peut considérer qu'il était distinct, qu'il était prêt à le, qu'il était. Voilà. Et le fait qu'il a démissionné, c'était pour dire, je suis pour la poursuite du processus électoral. La situation ne permet pas le processus de poursuivre. Et donc, je m'en vais. Et le président Chadli qui n'a jamais donné les détails de cette démission, puisque même dans ses mémoires, on parle beaucoup d'histoire pendant la guerre de libération, mais ce point de janvier 92 reste encore mystérieux aujourd'hui et absent même de ses mémoires. Est-ce qu'il avait beaucoup de choses à dire, le président Chadli? Il avait des choses à dire sur cet épisode important de décembre 91 et de janvier 92? Personne? C'était l'acteur central, à mon avis. C'est clair que il aurait. C'est pas encore complètement perdu la deuxième partie de ses mémoires, mais il est évident qu'étant un acteur central, il avait des choses à dire. J'espère que c'est consigné quelque part et qu'un éditeur bienveillant viendra nous mettre cela à jour. Alors, on a parlé des élections de décembre 91. On va parler d'une autre élection, disons un peu plus démocratique. Celle-là, elle a lieu aux États-Unis. Le président élu des États-Unis est en train de donner sa conférence de presse en ce moment. Il fait un certain nombre de déclarations. Barack Obama a fait son discours d'adieu. Abd Sharif, une nouvelle ère commence aujourd'hui, pas seulement pour l'Amérique, mais pour le monde aussi. Ah, forcément. Forcément, il y a peut-être pas un changement dans la politique américaine. Ça sera pas un changement de l'envergure qu'on attend, mais il va y avoir un changement dans la méthode, dans le ton, dans la manière de faire qui risque d'être très très important. Mais ça, on l'attendait beaucoup aujourd'hui, le nouveau président. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan positif du président Obama? Ça dépend qui on est. On parle du plan interne, du plan international. Voilà. Ça dépend qui on est. Si on est libyen, si on est syrien, si on est américain, ça dépend. Donc le bilan, chacun le voit par sa lorgnette. Et selon vous? Selon vous, si on regarde sur nous, le bilan est très négatif. Nous faisons partie d'un ensemble géographique, d'un espace. Et cet espace a énormément souffert de la politique étrangère américaine. Donc, forcément, c'est un bilan qui est très négatif. Alors que dans le style et dans le ton, Obama a été probablement le meilleur président américain depuis plus d'un demi-siècle. Sur le plan de la manière de faire de la politique, il a élevé la barre très haut. En fait, c'est un intellectuel qui a fait de la politique. Son échec dans la pratique politique, dans la gestion politique, sur beaucoup de dossiers est patent, mais c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui avait une vision de la politique d'un très haut niveau. Et j'ai vu un texte écrit ce matin par le Figaro qui était dithyrambique. Il dit, pour caricaturer un petit peu, c'est un intellectuel qui s'en va et c'est un plombier qui arrive. Pour parler de Trump. Donc, il y a ce décalage. Même si en matière de politique étrangère, la diplomatie américaine a changé de position il y a quelques jours avec cette abstention au Conseil de sécurité. Les diplomates américains disent que c'est une manière de placer un nouveau processus de paix pour la prochaine administration. J'ai pas avalé ça. Moi, j'ai pas avalé ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas avalé? La justification? Le vote américain sur les colonies israéliennes. Je l'ai pas avalé. Pourquoi? Parce que quand on est président pendant 8 ans et qu'on peut faire, on le fait. Sinon, c'est pas en partant qu'on exprime ses regrets. Hassan Qadi avait dit trop peu, trop tard, Akram Kharif. Est-ce qu'on peut le penser aussi? Pareil, surtout qu'il s'est fait élire il y a 8 ans sur la base d'une pacification du Moyen-Orient et sur la base d'une promesse de paix au Moyen-Orient, spécialement en Palestine. Donc on peut pas dire qu'il a pu tenir ses promesses. Par contre, là où je suis franchement pas d'accord, c'est que il faudrait voir Obama comme un personnage dual.
en fait, ça a été le président américain qui a peut-être le mieux communiqué ces 50 dernières années, qui a le plus agi, le plus promis aussi ces 50 dernières années. Mais ça a probablement été le président américain qui a le plus souffert du deep state américain, justement, et qui a le plus été combattu par ce deep state. On le voit bien durant le processus de négociation avec l'Iran, toutes les embûches qui ont été qui sont survenues lors de ces négociations. On le voit aussi dans les relations avec la Russie, dans les relations au Moyen-Orient aussi. Donc il y a cette dualité d'un homme qui n'a pas pu aller au bout de ses promesses, peut-être à cause de la puissance de cet État profond américain. Je pense que la meilleure conclusion est son échec à fermer Guantanamo, bien que ce fut sa principale promesse de campagne il y a 8 ans. Hassan Qadi, là, oui, Abed? Non, sur son bilan, il y a deux grands symboles qui montrent bien où il en est. L'Iran et Cuba. C'est quand même deux choses gigantesques qu'elle a réussi à faire. Et donc, on sent quelque part que intellectuellement, il était là. C'était plutôt ça ce qu'il voulait. Mais que dans l'exercice quotidien du pouvoir et dans le rapport de force qu'il y a dans les administrations, l'appareil militaire, l'appareil industriel et militaire, etc., il y avait des rapports de force avec lesquels il n'a jamais réussi à travailler sérieusement. Il n'a pas réussi à les influencer. Et donc, il a échoué. Et donc, résultat, sur la question palestinienne, entre son arrivée et son départ, il y a un joli texte, mais plus de colonies. Fayed Farah, on va parler du domaine des TIC plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit que la face du monde peut changer avec un nouveau président américain à qui on a interdit d'utiliser Twitter pendant la campagne électorale, il faut le dire? Oui, Trump s'est bien marqué sur le plan TIC pendant la campagne électorale, tout comme son prédécesseur, Obama. Lui-même, il a utilisé Facebook pour financer sa première campagne. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un pays qui est pratiquement, il va atteindre d'ici 2020 100% de connectivité totale. Donc, il y a plus d'activités médiatico-politiques dans l'espace numérique, dans l'espace réel. Pour preuve, Trump, au lendemain de sa victoire, il s'est attablé avec les grands boss de la Silicon Valley. C'était sa première réunion officielle après sa rencontre avec Obama. Et hier, il a reçu Jack Ma, c'est le propriétaire d'Alibaba, le plus grand site marchand du monde. Chinois, qui lui a promis 1 million d'emplois, je crois, aux États-Unis. Donc j'ai l'impression qu'il veut s'attaquer au côté digital des États-Unis, mais sous un autre angle, celui du libéralisme total. Pour preuve, il a montré son opposition à la neutralité d'Internet. Et aussi, il a montré son opposition au cryptage à travers ses critiques pendant la campagne électorale d'Apple. Il a même demandé au patron d'Apple de produire ses équipements sur le sol des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à la Silicon Valley, qui s'intéresse à tout ce qui est digital sur le plan nouvelle gouvernance et plus de libéralisme, plus d'affaires, plus de création d'emplois. Mais ce qui inquiète un petit peu les militants des TIC un peu partout dans le monde, c'est que son opposition à la neutralité d'Internet inquiète certains, disons, leaders historiques de l'Internet. C'est-à-dire, si on passe à libéralisme dans la toile, c'est comme si on donne pas la possibilité à celui qui n'a pas beaucoup d'argent d'émerger
et sur le plan numérique, que ce soit en termes d'entreprise ou en termes de militantisme, parce que le militantisme numérique existe aujourd'hui. Et par contre, il y a une chose qu'il faut souligner par rapport à Trump pendant sa campagne électorale. Lui-même, il avait toute la presse traditionnelle américaine était contre lui, la Silicon Valley était contre lui, mais lui, il a quand même utilisé Facebook, Video Live, pour réagir aux premières accusations publiques aux États-Unis. Et c'est lui qui a, je vous dis, si Kennedy a été élu grâce à la télévision, Obama grâce à Facebook, Trump a été élu grâce au crowdsourcing, l'analyse de la data. Il y a une société sud-africaine qui s'appelle Brent Eyes, qui est la première société spécialisée dans ce nouveau domaine de l'analyse data à travers les réseaux sociaux, qui a donné Trump vainqueur. Alors, donc, il commence à s'entourer. Il faut que tu nous dises que Bouteflika a été élu grâce à quoi? On sait grâce à qui, mais grâce à quoi, on sait pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que le président américain s'entoure des bonnes personnes? Votre déception de novembre dernier commence à se dissiper, Yassine Radi, quand vous voyez un peu les premières actions du président élu des États-Unis ou pas encore? Enfin, le problème n'est pas en termes de déception. Il faut voir le monde duquel nous allons sortir. Le monde duquel nous allons sortir. Moi, je suis pas d'accord avec Al-Sharif quand il dit que la période a été très mauvaise. Le bilan d'Obama a été très mauvais pour nous, maghrébins ou arabo-musulmans ou berbéro-musulmans, ce que vous voulez, les gens du Sud. La diplomatie d'Obama était une diplomatie de désescalade. Elle a eu lieu, cette désescalade. Il a quitté l'Irak, il a réduit la voilure en Afghanistan, il a refusé d'intervenir en Syrie en dépit du bombardement chimique. Il avait dit que la ligne rouge en Syrie, ce serait l'utilisation de l'arme chimique. En octobre 2012, Assad l'a utilisé contre son peuple et il n'a pas intervenu. Et donc, il est resté dans cette lignée. Il a intervenu modérément en Libye, dans cette lignée parce que ça correspond à la nouvelle force des États-Unis, c'est-à-dire une force déclinante et un déficit des finances publiques qui permettent plus aux États-Unis d'être gendarmes partout dans le monde. Cette politique-là, qui a été aussi la politique de Hillary Clinton pendant le premier mandat, elle était secrétaire d'État. Abed a bien fait d'ajouter les deux dossiers de la normalisation avec Cuba et l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est quelque chose que nous allons beaucoup regretter. Parce que ce n'est pas l'orientation, ce n'est pas la feuille de route du nouveau régime qui est en train de s'installer. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que il y a la guerre économique, le protectionnisme, une partie du monde va être touchée. Et puis, il y a toutes les autres dispositions, le rejet des accords multilatéraux des États-Unis qu'a déjà promis de faire le nouveau président, le président Trump, qui nous promettent beaucoup de voilà, la mauvaise période, c'est celle qui va venir. Je rappelle que Obama est arrivé après la période, les 8 ans de Bush, qui sont les 8 ans de l'intervention en Irak. Et c'est l'intervention en Irak qui a dessiné la géopolitique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'accord, mais si tu es irakien, et on te demande le bilan de Bush, c'est clair. Si tu es syrien et qu'on te demande le bilan de Obama, tu vas avoir un autre avis, ou libyen. Donc voilà. Mais moi, il y a un truc intéressant à propos d'éthique et de Trump. Pour dire un mot seulement, Abed Sharif, un nouvel auditeur du CPP nous rappelle que c'est le gendre de Donald Trump qui a géré sa communication sur Facebook et qui est nommé aujourd'hui conseiller particulier sur les questions politiques étrangères à la Maison-Blanche. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Mais sur l'éthique, alors... Il y a un truc de prestidigitation qui est en train de se faire, qui est absolument extraordinaire. On nous dit que la transition entre Obama et Trump est en train de se passer très mal. Mais sur un dossier, précisément sur celui d'éthique, on est en train de solder une période. Les Américains veulent solder une période. La période Wikileaks, Snowden, Assange, etc. Et on invente un nouvel ennemi qui est le piratage russe. On est en train de nous dire que les Russes ont piraté, ont tellement bien piraté qu'ils ont influé sur
l'élection présidentielle de la première puissance du monde. Et donc, on va se focaliser sur ça. On va oublier ce que nous a dit Snowden. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire ici est probablement enregistré chez la NSA. Ils ont enregistré tout, ils espionnent tout. Avec leurs alliés israéliens, ils ont essayé d'espionner l'Iran, mais alors jusqu'au village le plus éloigné. Et aujourd'hui, qui est victime du piratage informatique? Ce sont les Américains. Je trouve qu'ils sont en train d'organiser une transition qui est géniale pour sortir d'un moment et offrir un terrain nouveau à Trump quand il sera au pouvoir. Akram Khariev, vous êtes à l'opposé de Hassan Qadi. L'élection de Donald Trump ne vous avait pas choqué outre mesure. Et après avoir été qualifié comme un président pro-russe, proche des Russes, il a nommé beaucoup de membres de son administration qui sont proches de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il change un peu de stratégie puisqu'il vient à l'instant d'affirmer qu'il pourrait y avoir une responsabilité russe dans le piratage qui a touché le Parti démocrate. Est-ce qu'il commence à revenir à de meilleurs sentiments en tant que président des États-Unis, Donald Trump? Enfin, il disait hier aussi que ce n'était pas idiot de considérer la Russie comme un allié. C'est pas... C'est ce qu'il dit tous les jours est changeant et c'est clair qu'il va jouer son rôle de président américain. Il ne sera jamais le président pro-russe que certains imaginent. Au contraire, il a été le candidat, mais pas le président. Je pense que Vladimir Poutine aujourd'hui va être beaucoup plus mal à l'aise face à un Donald Trump que face à un Barack Obama, parce que les sorties médiatiques de Donald Trump étant ce qu'elles sont, violentes, arrogantes et tout, elles risquent un jour de dégratiner la Russie et Vladimir Poutine. Et là, il sera en situation délicate, surtout pour savoir comment répliquer. Donc le facteur un petit peu instable de Donald Trump en fait un danger pour tout le monde, y compris pour Vladimir Poutine. Et le temps nous le dira évidemment. Oui, Faïd Farah? Oui, juste sur la question du piratage. Bon, lui aujourd'hui, il affirme que les Russes sont à l'origine. Pense ou qui sont à l'origine. Moi, je vous rappelle que le diffuseur... On n'est pas sur Farid parce que moi, j'ai un tweet. Donald Trump assure que le dossier russe est une chose inventée. Voilà. Non, moi, je reste dans le domaine TIC. Je reste dans le domaine TIC. Celui qui a diffusé les emails de la candidate Hillary, c'était WikiLeaks. Et Assange avait affirmé à cette époque que ce n'est pas le gouvernement russe qui était la source. Absolument. Il a affirmé publiquement et il n'y a jamais eu de démenti. Moi, je voudrais ouvrir une parenthèse sur le hacking. Le hacking, aujourd'hui, qui est devenu une pratique qui a montré qu'il y a des répercussions politiques un peu partout. Il y a eu le cas de la Turquie, le coup d'État de la Turquie. Il y a eu le plus grand acte de piratage qui ciblait Poutine, c'était le Panama Papers. C'était des millions de kilo-octets ou des téraoctets qui montraient que Poutine avait des affaires et lui-même il était ciblé. Aujourd'hui, sans investigation numérique officielle, sans enquête officielle, sans preuve numérique officielle, on ne peut pas accuser un pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le hacking, on emploie des techniques très très sophistiquées qu'on ne pourra jamais trouver une source. Et pour moi, les structures qui se spécialisent de jour en jour en hacking et l'utilisation de la data, parce que qui pousse au hacking, c'est pour avoir de la data, pour avoir des données, et maintenant avec des méthodes experts de systèmes experts sous forme de logiciels, on peut segmenter cette data, on peut séparer la data financière de la data économique, de la data sociale, et on arrive à trouver des informations très capitales dont les répercussions sont très importantes sur les pays. Aujourd'hui, si on admet que la Russie est derrière l'acte du hacking, c'est que les prochaines élections importantes, qui sont les élections françaises, je pense qu'ils seront pas aussi à l'abri de tels actes et qui vont faire
exploser les réseaux sociaux. Abouchelv, rapidement. Non, moi, j'ai une dernière crainte, c'est que ce soit les services de Madame Houda Faraoun qui est piraté donc les Américains pour le compte des... C'est possible, c'est possible. Ce sera le mot de la fin de la première partie du CPP. Le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment. À tout à l'heure. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Dans la première partie du CPP, nous avions parlé évidemment du 25e anniversaire du 11 janvier 92, la démission du président Chadi Benjedid, de l'Amérique qui changera bientôt de président. La face du monde va bientôt changer incontestablement à partir du 20 janvier. Et nous avons parlé aussi d'Internet et de ce qui se passe notamment aux États-Unis. Akram Khalif, nous allons revenir à vous pour nous parler du hacking et de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Nous allons ensuite parler de ce qui s'est passé en Algérie, notamment à Béjaïa. Non, ce que je voulais en fait apporter quelques précisions sur ce que disait Farid tout à l'heure sur les moyens de forensique numérique, donc de détection de la provenance du piratage. Ce matin, j'écoutais sur Russia Today John McAfee de télé privée. De télévision de propagande, voilà. Selon les médias, selon l'État américain et quelques... Et ta chaîne préférée? J'ai pas de télévision, donc je l'ai vu sur YouTube. Donc je voyais John McAfee, le gourou de la cybercriminalité depuis une trentaine d'années maintenant, qui disait et qui commentait de manière très sérieuse sur ça en disant que c'était aujourd'hui très peu probable que ce soit à l'œuvre de la Russie, pour la simple raison que les moyens de détection du hacking aujourd'hui sont tels qu'ils montrent jusqu'à la source première d'où est sorti ce piratage, et qu'aujourd'hui la Russie, comme hier d'ailleurs, a les moyens physiques de faire ça n'importe où sur la planète. Donc il trouve impensable que l'origine de ces piratages soit une caserne moscovite. Pour lui, ça aurait pu être un cybercafé en Afrique du Sud ou en Tanzanie. Donc, ou aux États-Unis, carrément. Une capacité que possèdent aussi les États-Unis. Fayed Farah? Oui, aujourd'hui, comme il a dit mon ami... Comme il a dit lui? Non. Akram Khalif. Akram Khalif. Aujourd'hui, l'investigation numérique, c'est un procédé qu'on utilise pour enclencher une enquête sur un piratage en réseau. On doit, pour convaincre l'implication d'une personne ou d'une entreprise ou carrément d'un pays, on doit trouver ce qu'on appelle une preuve numérique. Aujourd'hui, dans le hacking russe, il n'y a aucune preuve numérique. Je vais aller plus loin. Il n'y a aucune preuve que c'est un hacking en réseau, parce que le dernier rapport qui a été mis en actualité aujourd'hui, qui émane des services d'un élément des services secrets britanniques, qui dit dans son rapport que les services secrets russes utilisent des personnes américains qui travaillent dans l'administration américaine, qui ont des origines russes et de confession juive, et ils les utilisent, ils leur donnent des moyens technologiques pour aspirer de la data, parce qu'aujourd'hui, avec une petite puce, on peut avoir des milliards de données qu'on peut aspirer en quelques secondes dans les administrations américaines, et notamment dans l'administration numérique qui gérait la campagne électorale des démocrates. Donc, déjà le fait
si le piratage n'a pas été effectué en ligne, c'est-à-dire a été effectué en local, c'est-à-dire quelqu'un, une personne physique qui a pu, parce que dans les TIC, avant, les supports physiques ne pouvaient pas contenir une quantité énorme de données. Aujourd'hui, grâce à l'électronique numérique qui a vraiment évolué, on peut mettre des milliards de données dans un petit device. Donc, pour moi, impliquer les Russes dans des pirates russes dans un tel acte, sans preuve numérique, ne tient pas la route. Yassine Radi ? Oui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution grâce au numérique qui est essentielle. L'espionnage, la manipulation des opinions, la tentative de changer le cours de la politique dans un pays adversaire. Oui. C'est quelque chose qui a existé de tout temps. On a toujours essayé, on finance les campagnes. Kadhafi a financé le ministre Nicolas Sarkozy, parce qu'il préférait que ce soit la droite qui passe, et ainsi de suite. Ça existe partout, le lobbying classique. Aujourd'hui, on peut le faire différemment, avec cette manipulation de la data, cette utilisation de la data, qui, alors dans le cas russe, on dit, il y a l'enquête classique, que les Russes ont enquêté à la fois sur Trump et sur Hillary, mais ils n'ont organisé de fuite, ils n'auraient, pour ne pas fâcher nos amis, organisé de fuite que sur la partie qu'ils détiennent sur Hillary Clinton. La partie qu'ils détiendraient sur Trump, ils la gardent par-dessus eux, et maintenant que Trump est président, ça vaut très cher. Ce qui a fondamentalement changé, c'est l'intrusion justement du big data et de la capacité des citoyens et des lanceurs d'alerte de s'emparer de cette data-là. Voilà. Et donc, on peut pas dire, tout à l'heure, tu as dit, Vladimir Poutine était visé par la campagne Panama Papers. C'est faux. C'est des lanceurs d'alerte qui se sont accaparés de beaucoup de données avec Panama Papers, qui les ont mises à la disposition des médias, parce que les médias travaillent, font des enquêtes complémentaires. Et il y a une partie qui est tombée sur la tête du milieu d'affaires de Vladimir Poutine, tout comme il y a une partie qui est tombée sur la tête de notre Premier ministre, M. Seldat, dont la fille a été citée dans Panama Papers, de notre ministre de l'Industrie, M. Bouchouareb, qui a des avoirs cachés dans Panama Papers, et on peut pas dire, et personne n'irait dire, que l'opération Panama Papers a été montée contre Bouteflika. Bon, ça a quand même donné lieu à un incident avec Le Monde, puisque le président de la République a attaqué Le Monde en diffamation. Non, voilà, donc ça, c'est fondamentalement ce qui a changé aujourd'hui. Moi, quand j'ai cité Poutine, c'est par rapport au duel les États-Unis et Poutine russe. C'est-à-dire, j'ai pas cité Panama Papers pour en parler dans sa globalité. J'ai cité Panama Papers pour dire que la même technique a été utilisée dans le hacking et on en a pas parlé beaucoup, comme ce hacking qui est à l'origine de là aussi, de la victoire. C'est difficile à prouver, ce que tu dis. Oui, je vous ai dit, l'investigation numérique, c'est un procédé. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont créées depuis l'année 2011, depuis 5 ans, qui se spécialisent dans l'investigation numérique. Juste pour consolider ce que vous avez dit par rapport à la relation entre la technologie et un processus politique, je vous dis aujourd'hui, si jamais le scénario US, c'est-à-dire si jamais on accuse officiellement un pays à l'origine d'un tel acte, c'est-à-dire demain, si on veut interférer dans un processus politique, dans un pays, on peut utiliser le hacking et on fera perdre le contrôle de ce processus politique par le pays lui-même. Enfin, c'est arrivé en un mois. C'est arrivé avec la Corée du Nord. Il y a eu l'attaque contre Sony Pictures. Oui. Parce qu'à cause du film édité par Sony Pictures qui caricature le président, le dictateur nord-coréen, et il y a eu une riposte américaine qui a blackouté la Corée du Nord pendant 3 jours. Et aujourd'hui, dans tous les instituts sécuritaires, par exemple aujourd'hui en Algérie, qui gère la sécurité des données? Est-ce qu'il y a une entité qui gère les sécurités de la donnée? Alors, en France, le ministre de la Défense français vient de donner un chiffre. C'est le ministère de la Défense français qui gère la sécurité des données. En Algérie aussi, c'est le ministère de la Défense. Il y a eu la nomination d'un cybercommandeur le 5 juillet passé, qui est général. Donc il y a une section cyber-défense au sein du ministère de la Défense. Moi, je parle des données civiles. Mais tu citais aussi le ministère de la Défense français. Donc oui, moi, tu as posé une question, je t'ai répondu. Oui, juste pour donner quelques chiffres, afin que les gens sachent de quoi on parle. Aux États-Unis, le budget de la cyberdéfense, c'est 14 milliards de dollars. C'est plus que le budget défense de l'Algérie. Oui, c'est 7000 personnes qui travaillent à plein temps. Pour une société qui dépasse 80% de la population connectée. Nous, le pourcentage de la population connectée, il est à combien? 35%.
Un peu moins. Abed Sharif? Écoute, moi, les ce cibles sont les que mêmes. j'essaie de rester très terre à terre, ce que je retiens de tout ça, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est que cette histoire donc du piratage du compte d'Hillary Clinton ou de son directeur de campagne, tout ce qui se dit, c'est une histoire de barbouze. L'affaire en elle-même, de mon point de vue, n'a aucune importance. Le piratage n'a aucune importance, mais qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? A priori, moi je pense que c'est une belle opération de communication pour faire oublier que ce sont les Américains qui piratent le monde entier, qui surveillent le monde entier. Premier élément. Le deuxième élément, on nous dit que le bureau de Hillary Clinton, c'est quand même pas la mairie d'Ain Defla. Il y a des dispositifs informatiques qui sont en place, etc. Que ça soit piraté par des Russes avec une telle facilité, disons que j'ai des doutes sérieux. Le troisième point, c'est la sécurité informatique en Algérie. C'est ça que j'essaye de... Il y a des entreprises en Algérie qui s'appellent Sonatrach, Sonagaz, qui négocient des contrats. Je suis effrayé, de par mon travail, de rencontrer des gens qui travaillent dans de très grandes sociétés. Quand ils te donnent son mail, c'est hotmail.com ou la gmail.com. Ou Yahoo, qui a été piraté à plusieurs reprises. C'est à titre d'exemple. Je travaille dans une entreprise où on essaye de mettre les gens avec des mails.dz. Au moins dans ma bulle, là où je travaille, au moins que les gens puissent avoir conscience de ce qu'ils font et du risque qu'ils courent. Et j'ai rencontré un informaticien qui a donné les adresses MAC de tous les ordinateurs de l'entreprise à une entreprise étrangère qui est supposée fournir un logiciel. C'est-à-dire, c'est pas qu'on se laisse pirater, on ouvre la porte et on leur souhaite la bienvenue. C'est une entreprise publique, c'est quelqu'un qui est très ancien dans le métier, c'est effrayant. De ce point de vue-là, je ne peux qu'être admiratif devant un pays comme l'Iran, qui a réussi à mettre en place un système plus ou moins étanche. Un intranet. Alors, nous avons parlé donc de manipulation numérique parce qu'elle existe bel et bien aux États-Unis, même si on ne sait pas qui est derrière. Cela nous amène à parler de la manipulation qui peut et qui a existé en Algérie, surtout en ce début d'année 2017, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et la manière dont ont été couverts sur Facebook et Twitter notamment les événements de Béjaïa, qui ont commencé donc au début de l'année 2017, 2 jours après le discours de Abdelmalek Sellel, qui apparemment n'a pas pu anticiper. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là, d'une manipulation à travers les réseaux sociaux, une manipulation numérique, Akram? Non, on peut pas dire que c'est une manipulation. Il faut se dire que les forces qui défendent, j'ai pas envie de dire le régime, mais qui défendent l'État actuel, sont aussi fortes que les voix opposantes sur le réseau. Et ces forces-là se sont emparées des réseaux sociaux, de Facebook en particulier, et l'utilisent de manière coordonnée, d'excellente manière. Donc, ils arrivent à diffuser des informations qui sont acceptables par le grand public, du genre faire peur aux gens, du genre prévenir de dangers et tout, ou bien faire appel au patriotisme et à l'amour du pays, même si c'est faux. Et ils arrivent à véhiculer ce message-là de manière très organisée. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir autant de gens qui sont pro-État que de gens qui s'y opposent. Et donc, on voit que la communication, elle est bizarre. En fait, elle ne ressemble pas à ce qu'on voit dans la rue, où les gens sont plutôt retirés de l'observation politique et où les gens ne sont pas très impliqués. Donc, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a, je dirais pas de la manipulation, mais il y a de la coordination de part et d'autre des tendances. Et un auditeur nous dit, pour pirater des données, il faut avoir des données numériques, et chez nous, alhamdoulilah, rien n'est numérique. Donc voilà, c'est déjà peut-être un avantage. C'est exactement sur ce ton qu'il faudrait peut-être prendre les choses, parce que
lutter contre une manipulation numérique, une manipulation des réseaux sociaux. Pour pouvoir lutter contre ça, il faudrait avoir quelque chose à dire. Qu'est-ce que M. Abdelmalek Sellel a à dire comme message? Qu'est-ce qu'il a comme message à transmettre aux Algériens? Quoi? Je pense que nous sommes dans une étape qui est antérieure à la manipulation numérique. C'est avoir un message, avoir une politique, avoir quelque chose à dire. Et ce qui s'est passé à Béjaïa, je vais dire une énormité, ça a fonctionné comme octobre 88. C'est la rumeur face au vide. La rumeur, la manipulation, elle est d'abord, elle est forte quand il y a un vide. Mais quand tu as un pays qui a une politique, qui a une dynamique, qui a une direction à prendre, qui a un discours élaboré qu'il essaie de transmettre, face à lui, tu as des opposants. Et là, le jeu devient plus clair, plus transparent, y compris sur les réseaux sociaux. Là, on est dans un schéma totalement différent. Moi, Non, enfin, je vais emprunter Farid une formule. En Algérie, le contre-feu numérique, parce que quand on a du contenu digital, on organise un contre-feu numérique, n'existant pas. C'est le couvre-feu numérique qui prend le dessus. Le couvre-feu numérique, c'est la formule de Farid. Ça a été déjà utilisé il y a 6 mois pour le bac. Donc, quand on n'a pas trouvé de solution, on a coupé Internet, tout simplement. Et cette fois-ci à Béjaïa, je pense que si ça avait duré encore un peu, on n'était pas loin de revenir au désamorcellement de la 3G. Il faut rappeler que le régime, je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais on a fait une première partie de CPP un peu bizarre, mais on n'a pas pu en parler. Le tout sécuritaire algérien, la domination, le point de vue sécuritaire sur la politique fait qu'il y a une technophobie très forte chez les tenants du pouvoir, qui ont peur de tout ce qui permet aux acteurs de la société de réellement jouer un rôle politique. Or, la 3G le permet, et donc on était au bord de cela. Technophobie, le terme est excellent, mais à côté de ça, il y a aussi une fascination pour la technologie, pour se demander comment je peux contrôler les gens avec ça. Il y a une fascination. Ils y sont. Aujourd'hui, contrairement à ce que tu peux penser, maintenant ils sont beaucoup plus avancés dans la maîtrise des réseaux sociaux qu'ils ne l'étaient il y a 3-4 ans. Moi, je voudrais répondre à l'auditeur qui dit qu'en Algérie, il n'y a pas de données numériques. Aujourd'hui, en Algérie, il y a plus de 16 millions d'Algériens sur Facebook, qui génèrent des données quotidiennement et qui concernent toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Donc il y a des données qui sont générées, mais ces données ne sont pas chez nous. C'est ça le problème. Ils sont chez Zuckerberg. Ils sont pas en Algérie. Donc aujourd'hui, avec le crowdsourcing, ce qui est une méthode très moderne pour savoir en temps réel ce que veut votre population, ces techniques aujourd'hui sont utilisées, qui vont être utilisées dans les prochains primaires qui ont été utilisés, l'effet Fillon. L'effet Fillon en France, c'est les réseaux sociaux. Ce sont ces sociétés qui ont battu les anciennes sociétés de sondage. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui risque de se passer en France aux prochaines élections présidentielles, vont montrer la victoire du numérique sur l'analogique, c'est-à-dire gérer le monde avec les anciennes méthodes n'est plus d'actualité. Et une société qui génère pas de data, c'est une société qui va disparaître. Pardon, j'aimerais aussi répondre à cet auditeur. Quand on a une smart grid électrique qui génère de la data qui peut être éteinte à partir des États-Unis ou de Russie, quand on a un logiciel de gestion, pas que commercial, de gestion de fonds de Sonatrach qui est propriété qui a été conçue par Halliburton, quand on a les serveurs mail de Sonatrach qui sont écoutés pendant 8 ans par la NSA, on a de la data. Je suis désolé. Au contraire, on a de la data très raffinée et très précieuse, et c'est malheureusement la data la plus précieuse qui est susceptible d'être attaquée en Algérie, et non pas les sites de cuisine et des... Mais qui ne touche pas le maximum de personnes, c'est ce qu'on veut dire. Ça veut dire si on éteint l'électricité sur 40 millions d'Algériens, ça risque de toucher 40 millions d'Algériens. Non, c'est de ça que je voulais parler. Il y a des équipes qui se mettent en place visiblement un peu partout dans différentes institutions, notamment dans les institutions sécuritaires.
Mais il y a un problème qu'il faut régler, j'allais dire avant. Bon, on va pas attendre, ils vont pas attendre pour s'installer. Il y a un problème qu'il faut régler en parallèle. C'est le contenu et la politique que vont suivre ces gens-là. Si tu as une police qui est numérisée à fond et très performante, elle va utiliser. Pourquoi faire? Pourquoi elle va utiliser ces données? Dans quel sens? Pour quelle politique? Cette cohérence qu'il faut trouver pour maîtriser les données qui sont disponibles de Sonatrach, de Sonelgaz, des différentes grandes entreprises, les données personnelles, comment maîtriser tout ça? Il faut le maîtriser, c'est vrai, et ensuite avoir une politique, avoir un cap politique pour savoir quoi en faire. Je voulais juste dire pour faire un parallèle avec la grande crise de 2007-2008, la grande crise financière. Le régime algérien était obligé de dire alhamdoulilah, on n'est pas touché parce qu'on n'est pas inséré dans l'économie financière mondiale, on n'a pas de subprime chez nous. C'est Abdelrahman Ben Khalfa qui l'a dit. Absolument. Donc on n'a pas de subprime chez nous, on n'a pas de produits toxiques dans nos banques. Évidemment, on n'en avait pas parce qu'on n'est pas inséré. Voilà. On ne peut pas dire la même chose de notre connexion au monde numérique. Ça, on peut pas le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le CPP est terminé. Nous avons même dépassé un peu notre temps. Merci à nos invités. Merci Farid Farah. Merci à Abed Chalet, Hassan Qadi, Akram Khariev. Merci aussi à l'équipe Youssef et Soumeya pour le volet technique. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur Radio M. Et n'oubliez pas que les podcasts sont disponibles sur le site internet de Radio M. Bon week-end et à mercredi. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.